Bienvenue à l'édition 2026 de la Journée du transport fluvial et de l'intermodalité en Wallonie. Vous êtes presque 280 à vous être inscrits dans les temps avec le formulaire, ce qui est un peu une édition record de ces dernières années. J'en ai déduit que c'est parce qu'on avait un très beau programme. Et puis après, je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui viennent aussi pour le chant des halles. Mais je comprends, je suis venu aussi pour ça. Et donc, on est quand même dans une journée qui est sous les augures de l'industrie, de l'entrepreneuriat en Wallonie, aussi de la fonction publique. Mais c'est un plaisir pour nous de rendre visite et de rendre hommage à des entrepreneurs wallons. Et ici, au Champ des Halles, nous sommes sur le territoire d'un entrepreneur wallon de qualité. Et donc, c'est un vrai plaisir pour nous. Alors, vous avez vu aussi qu'on a un temps exceptionnel. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop chaud dans la salle, tout va bien. Et tout à l'heure, vous aurez la possibilité de profiter de la terrasse pour la seconde partie de la journée. Comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire trop long parce que nous avons un programme chargé, pas mal d'orateurs, un panel, la venue du ministre, le prix. Enfin, je ne vais pas vous redétailler tout le programme, vous l'avez eu, et on le verra au fur et à mesure. Avant de démarrer avec les orateurs, on va peut-être démarrer par un petit film qui va vous montrer un peu de l'actualité wallonne 2026. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, honneur aux ferroviaires. Il y a quelques représentants du monde ferroviaire dans la salle, ou à tout le moins de l'intermodalité, mais certainement du ferroviaire. Et donc, on va vous présenter un petit film avec quelques actualités du ferroviaire en Wallonie. Comme vous le voyez, il se passe des choses dans le monde du ferroviaire qui a la réputation d'être parfois un peu rigide, mais qui s'adapte beaucoup en ce moment et qui développe de nouveaux produits, de nouvelles solutions sur notre territoire. Pour la suite, évidemment, il n'y a pas que le ferroviaire en Wallonie. Je vais passer la parole à Paul Flamand, qui est directeur général du service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure, afin de dresser un bilan et un peu les perspectives en Wallonie de l'intermodalité sur notre territoire. Donc, Paul Flamand,
À vous la parole. Bonjour à tous. Merci Pascal. Et je commence par te remercier et remercier toute ton équipe pour l'organisation de cette journée. J'ai encore eu l'occasion d'en parler tout à l'heure avec l'un ou l'autre. Les organisations sont toujours remarquables et le site ici est assez exceptionnel. Je ne pense pas que ce soit le site qui attire du monde quand même. Je pense que l'intérêt de la journée est partagé par l'ensemble des participants. Alors, Pascal m'a demandé de vous présenter, si j'y arrive, voilà, en 20 minutes le bilan 2025 sur l'ensemble des modes de transport de marchandises. Donc c'est un fameux challenge. J'ai énormément de diapositives, mais je vais en passer certaines relativement vite parce que vous aurez des petits films qui seront beaucoup plus intéressants que ce que je vais raconter sur les différents sujets. Donc, un petit mot sur le bilan et la stratégie, bilan 2025 et ce qui est envisagé au niveau de la poursuite de nos travaux pour favoriser le transfert modal. Un petit mot sur des travaux au niveau de la voie d'eau, avec des travaux très impressionnants, et vous aurez l'occasion d'en visiter après-midi. Route et rail, évidemment. On a déjà eu un petit aperçu de ce qui se passe au niveau ferroviaire, et une comparaison aussi dans le bilan avec les résultats de nos collègues, que ce soit en Flandre, aux Pays-Bas ou en France, et quelques mots de conclusion sur la suite avec des travaux de nos collègues français. Au niveau bilan et stratégie, 2025 n'est pas une année extraordinaire par rapport au trafic fluvial. Donc on est dans 31 millions de tonnes qui sont concernées pour l'année 2025. C'est une des plus mauvaises années. Les premiers mois de 2026 montrent quand même une évolution à la hausse par rapport à 2025. Donc on pense que pour 2026, ce sera un peu meilleur. Voilà, vous avez les différents chiffres, plus d'1 milliard de tonnes-kilomètres. Le domaine qui reste quand même prioritaire, c'est les minéraux et les matériaux de construction, malgré une baisse de 5 millions de tonnes en 10 ans. Les projections qui sont sur la table et qui font l'objet de réévaluation régulière montrent que ça va se stabiliser et qu'on va rester à cette hauteur-là de 30 millions de tonnes d'ici 2030. Quelques secteurs en croissance néanmoins, donc les produits métallurgiques, l'agricole aussi est en forte augmentation, agricole et engrais. Je pense qu'il y a des projets intéressants à Engis qui sont sur la table par rapport à ce domaine-là. Alors, comme je vous le disais, en 2026, les 4 premiers mois sont bons par rapport à 2025. On est en légère hausse. C'est des résultats qui sont meilleurs par rapport aux 4 dernières années. C'est surtout le trafic interne qui est en augmentation et pas le trafic de transit au niveau de nos voies fluviales. Et ça reste toujours les matériaux de construction qui sont à la hausse. Il y a certains projets très intéressants aussi dans les carrières qui vont favoriser l'augmentation du trafic sur la voie d'eau. Alors, comme je vous le disais, comparaison par rapport à d'autres régions, d'autres pays, on pourrait se dire 30 millions de tonnes, c'est pas beaucoup. Maintenant, il faut qu'on puisse se comparer avec nos voisins, la France, les Pays-Bas, la Flandre. Les Pays-Bas restent clairement au-dessus du lot, avec de l'ordre de 330 millions de tonnes sur leur réseau. Un réseau qui est certes plus développé que le nôtre, mais quand on fait le ratio tonnes par kilomètre,
ils sont dans une catégorie supérieure. Nous, on est autour de 70 millions de tonnes par kilomètre, donc comparable à la Flandre, même si le réseau fluvial flamand est beaucoup plus étendu, et on est nettement au-dessus de la moyenne européenne. Chiffre qui m'a toujours interpellé quand je vois ces chiffres-là, c'est la France. Je pensais qu'ils étaient plus développés, mais je pense qu'ils sont... voilà, des projets vont venir, notamment avec le canal dont je parlerai tout à l'heure sur le nord de la France, qui va faire en sorte qu'il puisse remonter en millions de tonnes, et ce sera bénéfique aussi pour la région wallonne. Alors, d'autres chiffres en 2025, donc le nombre de containers transportés ou transbordés en Wallonie, aux alentours de 250 000 containers. On a 4 terminaux qui sont actifs au niveau de la région, 48 liaisons par semaine, 48 liaisons qui sont à la fois ferroviaires et fluviales, donc qui permettent de relier Anvers, Rotterdam, l'Italie, la Roumanie et même la Chine. 90 000 containers qui sont transportés par voie fluviale et 165 000 containers sur le ferroviaire. Il y a quelques années, vers 2019-2020, on a mis en place, il y a eu la volonté de mettre en place le tableau de bord de la mobilité. Les premières éditions sont sorties en 2025. Je fais juste un petit... Le document est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'évolution du transfert modal, à la fois transport de marchandises et transport de personnes. Un petit focus sur le transport de marchandises. On n'atteint pas les objectifs qui sont définis dans la vision FAST 2030 pour plusieurs raisons. Le transfert modal, c'est difficile, il y a des investissements, il faut changer les mentalités des personnes, des entreprises. Un autre élément aussi, c'est que dans la vision FAST 2030, les objectifs qui avaient été fixés, la manière de calculer les objectifs ne sont pas comparables à ce qu'on a repris dans le tableau de bord de la mobilité, tableau de bord qui est fait en collaboration avec l'IWEPS. On constate qu'on est toujours trop dépendant par rapport au diesel, trop dépendant par rapport au transport de marchandises par la route. Donc vous voyez les éléments, on est encore à près de 94% des marchandises qui sont transportées par la route. Alors, phase 2030, 2030 c'est demain, il faut qu'on se prépare à une évolution, une réanalyse des objectifs qu'on se donne, qu'on doit se donner et qu'on doit partager et qui doivent être validés par le gouvernement. Donc, en 2027, on travaille à une nouvelle stratégie, une nouvelle vision FAST qui sera dans un horizon de 2040-2050. Voilà, il faut qu'on se donne un objectif à plus long terme. Cette vision devra être réévaluée de manière permanente. Les autres éléments de stratégie, on a le plan national énergie-climat, qui va aussi être validé, j'espère, au niveau du gouvernement en 2028. Après la nouvelle stratégie FAST, on aura les stratégies régionales de mobilité qui vont être réactualisées en 2028. L'objectif, c'est l'objectif fixé par l'Europe, 0 émission de gaz à effet de serre, en tout cas contrebalancé à l'horizon 2050, 0 tué sur la route et le 0 béton au niveau du développement territorial qui est très lié au transport de marchandises et de personnes, évidemment. Vers une nouvelle vision de la mobilité, je vous l'ai dit, la vision, on va se donner une vision à l'horizon 2050 avec une réévaluation
tous les 5 ans, voir si on va dans la bonne direction, s'il faut réévaluer nos différentes stratégies régionales de la mobilité des personnes ou des marchandises. Dans cette vision, dans cette stratégie, on va aussi se recentrer sur les points importants, les objectifs prioritaires. Évitons de nous dispersons, mettons nos moyens sur les objectifs et les projets qui auront le plus d'impact sur le transfert modal. Voilà. Qui va être impliqué dans cette réflexion? Forcément l'administration, mais pas que. Je pense que tous les partenaires doivent être autour de la table, avec des représentants de ministres, avec forcément le SPE, pas que le MI. Il n'y a pas que le MI qui est concerné dans le transport, il y a également le territoire, mais également des acteurs de la société, que ce soit des entreprises ou les ports. Enfin voilà, il y a énormément d'acteurs qui doivent se mettre autour de la table pour adapter cette nouvelle vision et la définir. Alors, depuis janvier, on a mis, enfin c'est surtout l'équipe de Pascal, a mis en place Freight for Wallonia. Freight for Wallonia, c'est vraiment un objectif de rassembler autour de la table. Il y a 40 organisations qui sont concernées. 90 défis sont ressortis des échanges qui ont été menés. Ça va représenter 2 ans de travail et encore, je pense qu'on n'a pas fini, encore beaucoup de développement. Et l'objectif derrière, c'est vraiment travailler sur cette vision qu'on veut au niveau du transfert modal. Et je pense que c'est ce qui a manqué parfois, pas forcément dans ce sujet-là, mais sur la collaboration que l'administration devrait avoir avec le secteur, c'est vraiment renforcer cette collaboration, mettre les acteurs autour de la table et s'inspirer des bonnes pratiques qui sont développées, y compris dans le privé. Alors, 90 défis, deux exemples de défis qui sont en cours. Le premier, c'est c'est dans le domaine des véhicules électriques. Mieux comprendre les coûts d'exploitation des véhicules électriques. Pourquoi est-ce qu'on va vers le véhicule électrique en termes de transport de marchandises? Donc, il y a autour de la table dans le groupe des entreprises. Il y a TRBA, il y a EV Belgium qui est l'association des installateurs de bornes électriques. ORES, forcément, parce que sans puissance électrique, pas de borne. Le SPVMI. Voilà, je pense que c'est vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter hier avec le patron de TRBA qui a été visiter en Chine une entreprise de génie civil. Évidemment, c'est la Chine. Mais tous leurs équipements sont électriques. Les camions sont électriques. Les rouleaux compacteurs sont électriques. Les finisseuses sont électriques. C'est vraiment un gros challenge. Ils ont les moyens. C'est pas un pays démocratique comme le nôtre, mais quand on voit ce qu'on peut faire là-bas, ça doit nous inspirer au niveau de notre territoire. Un autre défi, simuler les flux multimodaux au travers de la collaboration entre les acteurs opérationnels, évidemment. Donc ça, c'est principalement au niveau des entreprises, la collaboration qui doit être mise en place. Alors, quelques petits mots maintenant sur les investissements, des travaux qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu au niveau des réseaux de communication, qu'ils soient fluviales, routes ou ferroviaires. Au niveau des infrastructures fluviales, ceux qui sont concernés l'ont constaté, il y a énormément de travaux, même si le secteur n'arrête pas de nous dire il faut faire plus de travaux, il faut fiabiliser les installations. Je pense que le message a été entendu à la fois par le gouvernement et certainement chez nous, parce qu'on est conscient depuis des années. Donc, quelques exemples de réalisations qui sont en cours ou qui vont venir. Voilà, le relèvement des ponts du canal Albert. Je pense que ça a fait l'objet des choux gras de la presse pendant quelques mois, surtout sur les problèmes de mobilité liés aux travaux et à la fermeture de certains ponts. Vous avez
le planning des ponts qui vont être soulevés. L'objectif, c'est financé par l'Europe, donc c'est arrivé à faire le maximum d'ici le 30 juin 2026. Je pense que le dernier, ce sera sûrement pour l'année prochaine, on n'y arrivera pas. Des travaux sur les écluses, évidemment, des travaux sur les écluses de la Meuse. En Psin, le SAS devrait être terminé fin mai. Fin mai, c'est la semaine prochaine, donc j'espère qu'on y arrivera. Ensuite, une série d'autres travaux, que ce soit sur l'écluse de Rivaux-Ramey ou de l'année, qui aujourd'hui travaillent en mode dégradé suite aux difficultés qu'on a au niveau de l'écluse. D'autres travaux sont programmés sur la Meuse, plus sur la partie namuroise de la Meuse et sur la Sambre. Des travaux à Salzines sur des réparations urgentes qui sont prévues en septembre-octobre 2026. On ne peut pas attendre une rénovation complète. Les travaux sont vraiment urgents. Des gros travaux sont prévus dans un avenir plus éloigné pour le remplacement des portes. Des travaux sur l'écluse des Grands Malates également sont prévus en mars 2027. Il reste d'autres travaux sur Andel, Sanzine et les Grands Malates. L'objectif est surtout de fiabiliser nos installations et d'éviter des arrêts de la navigation comme on a eu à Andenne l'année dernière. Est prévu également pour 2027 le chômage de la Meuse. Ça a été discuté en CCNI il y a 15 jours, 3 semaines, sur le planning à mettre en place pour le chômage, voir si pendant le chômage on faisait également des travaux aux Grands Malates. Donc ça, c'est en discussion avec le secteur. Donc il y aura 3 semaines d'arrêt en septembre-octobre l'année prochaine. Un projet qui est en lien avec le projet Senesco, de regarder plus ou moins l'heure, ça va, plus ou moins. Voilà. Donc les trois zones sur le canal Nimy-Blaton, avec comme objectif d'élargir le canal, de corriger certaines courbes pour permettre la navigation à un gabarit supérieur. Travaux sur le plan incliné de Ronquière, donc c'est une rénovation lourde du plan incliné, remplacement des bacs, remplacement des galets, des câbles de traction. Installation de Ronquière qui a connu pas mal de difficultés ces dernières années, donc vraiment des travaux importants, avec remise en service d'un bac mi-2028. J'espère qu'on tiendra la route. Dominique me fait signe que oui, mais je pense que c'est des travaux vraiment d'envergure, avec également la modernisation de tous les équipements électromécaniques au niveau du plan incliné. L'écluse d'Ytre, début des travaux de modernisation en 2027, avec la fin qui est prévue en 2030. Il y a déjà eu une anticipation au niveau de l'écluse d'Ytre, puisqu'on a élargi les horaires d'ouverture. Là, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Au Bourg, vous aurez l'occasion, pour ceux qui sont intéressés, d'aller jeter un coup d'œil après-midi. Il y a beaucoup d'inscrits pour la visite de l'après-midi. Ceux qui ne sont pas inscrits, qui veulent le faire, restez toujours à proximité, parce qu'il y a de temps en temps des inscrits qui ne sont pas là, donc il y aura peut-être des places de disponibles. Sinon, il y a également une visite qui est possible dimanche prochain dans le cadre des chantiers ouverts organisés par Mbuilt. Donc, possibilité de la visiter aussi dimanche. Mise en service fin 2027, donc encore 1 an et demi de travaux.
Dans les investissements qui sont prévus dans les années à venir, donc il y a eu, je ne vais pas revenir sur le débat des 3 écluses qui devaient être financées dans le cadre du projet Senesco. Donc le budget a été réorienté vers des projets de fiabilisation de nos installations, soit électromécaniques, en génie civil, sur l'élargissement de certains couloirs. C'est vraiment l'objectif que nos installations puissent être disponibles au maximum du temps pour les utilisateurs. Également, dans ce plan IVH, donc, qui est d'un montant de 312 millions qui vont être investis d'ici 2029, des travaux sur des barrages et sur Ronquière également, qui sont prévus dans ce plan. Voilà, j'aurai encore d'autres images et l'occasion d'avoir certaines informations sur les travaux qu'on va faire au niveau des voies hydrauliques. Au niveau des routes et des routes, je ne vais pas vous montrer tous les travaux qu'on fait sur les routes, sinon on est encore là demain. Juste faire un focus sur un projet qui va enfin voir le jour, c'est le contournement de l'Essine. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? C'est parce qu'il y a également le transport de marchandises qui va être fort concerné par le contournement de l'Essine, puisqu'on a un pôle carrier qui est tout près, il y a le pôle logistique qui est à proximité. Donc voilà, je pense que c'est un des objectifs aussi importants de ce contournement, c'est favoriser, quand il n'y a pas d'autres possibilités de transport, le transport par la route, que ce soit fluide et qu'on impacte le moins possible les habitants. C'est un budget de l'ordre de 10 millions, 11 millions d'euros, TVA comprise, pour le contournement de l'Essine. Les travaux devraient commencer, pour ceux qui sont du coin, deuxième semestre de l'année prochaine. Dans les perspectives au niveau routier, mais aussi au niveau voies hydrauliques, donc aujourd'hui, on a le PIMT, le plan d'investissement dans les infrastructures qui se termine à l'horizon 2026. Donc on travaille, et le gouvernement il travaille aussi sur le prochain plan d'investissement qui serait d'une durée de 7 ans, avec comme objectif prioritaire, c'est pas de créer des nouvelles installations, mais de maintenir notre parc d'assets, qu'il soit routier ou fluvial. Dans ce plan, il y aura le plan PIVH, le plan d'investissement sur les infrastructures, et plus que probablement des budgets supplémentaires au niveau de la voie d'eau. Ce qui est déjà validé au niveau du gouvernement, c'est le plan d'investissement sur les ouvrages d'art. Donc on va doubler les investissements sur les ouvrages d'art pour avoir un rythme de 80 millions d'euros par an à l'horizon 2029. Il y aura un volet mobilité collective, évidemment, dans ce plan. Et le dernier élément du plan, c'est tous les travaux au niveau routier, avec une volonté surtout de maintenir en état les voiries et limiter la construction de nouvelles voiries à 5 tronçons. Quelques nouvelles sur les liaisons ferroviaires, mais je pense que je peux aller très vite parce que vous avez déjà eu le petit film avant. Voilà, sur des nouvelles liaisons qui ont été mises en place. La collaboration qui est de plus en plus présente avec le rail. Les équipes de Pascal ont mis en place des groupes de travail. Il y a eu déjà des premières réflexions avec les utilisateurs du rail, utilisateurs wallons du rail. Voilà, je pense qu'on a vu les images tout à l'heure. La concertation est un élément essentiel. Donc la CCNI a été retravaillée en 2025 avec d'autres acteurs qui sont
qui sont maintenant autour de la table, qu'ils soient des acteurs politiques, les administrations, les bateliers, les entreprises, les ports. Je pense que l'ensemble du secteur de la voie d'eau est représenté au sein de la CCNI. Moi, ce que j'en attends surtout, c'est qu'il y ait une vraie concertation, que ce ne soit pas que le bureau des plaintes, qu'il y ait des propositions qui viennent du secteur sur des améliorations de points qui perturbent la navigation, et que ce ne soit pas simplement, comme malheureusement j'ai encore vu l'une fois ou l'autre, on se plaint parce que l'écluse est fermée pendant 2 heures. Oui, on sait, mais c'est surtout des propositions pour s'améliorer dont moi j'ai besoin. Dans le futur, et c'est déjà bien lancé, ça avance, c'est la réforme des ports. Ça fait, c'est comme le monstre du Loch Ness, ça fait des années qu'on en parle et on n'avait jamais vu, mais là ça arrive. Je pense qu'à l'horizon 2027, il y aura déjà un premier jalon qui va être important, qui va être mis en place, c'est la création de la structure, et un regroupement à l'horizon 2028 des 4 ports dans la structure pour ne plus former qu'une seule entité gérant tous nos sites portuaires au niveau de la région wallonne. Quelques nouvelles encore plus du secteur. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont participé à l'inauguration du port d'Angy, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, le 12 mai. Voilà, une plateforme développée par un groupe privé. C'est aussi important que le privé investisse aux abords de la voie d'eau. Et plateforme opérée par Europort. Un projet qui est en réflexion et nos terrains mouillés, il faut les utiliser au maximum, c'est le site de Chertal. Il y a énormément de capacités de développement au niveau du site de Chertal. Les réflexions sont en cours de concertation au niveau de l'administration, mais aussi avec des investisseurs privés. On attend sur le site. Je pense que c'est un site qui est idéalement situé à proximité des autoroutes, de la voie d'eau. Il y a une ligne ferroviaire qui passe également par là. Un projet qui est suivi de près au niveau du gouvernement pour réhabiliter cette friche industrielle. Alors, ça, vous aurez un petit film tout à l'heure. On m'a dit de ne pas vous en parler, c'est secret, donc je vous le laisserai découvrir. Derniers éléments, c'est les travaux chez nos voisins français. Donc, le projet Senesco, c'est un projet d'ampleur. Il y a à la fois la région flamande, la région wallonne et la France qui sont impliqués dans le projet Senesco. Et juste vous montrer quelques photos des travaux chez nos amis français. Voilà, la construction d'une nouvelle écluse. Il y a des constructions de ponts au-dessus du futur canal. Donc pour ceux qui vont vers Paris, ils ont l'occasion de voir ces travaux-là de visu. Un pont canal au-dessus de la Somme qui va également être construit, un pont canal de plus de 1300 mètres de long. Voilà, des travaux impressionnants au niveau du projet Senesco. Alors, en conclusion, voilà, je pense que beaucoup d'investissements, il faut les rentabiliser, il faut fiabiliser notre réseau. Je pense que les planètes s'alignent pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction, mais on doit y aller ensemble. Ce n'est pas que l'administration, ce n'est pas que les entreprises, ce n'est pas que les fédérations sectorielles ou que les ports. C'est vraiment ensemble qu'on doit développer cette logique et aller vers des objectifs de report modal et de diminuer notre impact sur la route en diminuant le transport de marchandises sur la route. J'ai sûrement débordé. Voilà. Merci beaucoup. Merci Paul Flamand. Le timing était presque parfait. Mais c'était difficile, il y avait beaucoup d'informations. Ce que vous voyez là, c'est des photos de l'écluse d'Aubourg que certains d'entre vous vont avoir l'occasion de visiter cet après-midi.
Comme on vous l'a dit, elle sera également ouverte dimanche lors d'un événement chantier ouvert assez spectaculaire. J'en profite pour rappeler, il y a une liste d'inscriptions, il faut des équipements de sécurité, c'est obligatoire. Et donc, désolé s'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, mais on est obligé de respecter les jauges pour éviter d'avoir des problèmes de sécurité. Donc, désolé pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'aller visiter. Avant de passer à la suite, je vais revenir en arrière. Avant de passer à la suite, je serais curieux de savoir ce que notre facilitatrice graphique, Stéphanie Lefebvre, qui nous accompagne, a pu retirer de l'intervention de Paul Flamand. Ben voilà. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer à nos événements, vous savez qu'on aime beaucoup faire appel au regard et à la patte de Stéphanie Lefebvre, qui nous fait toujours des résumés extrêmement visuels. Toutes les ressources seront disponibles après l'événement, bien sûr. Je ne vais pas vous le lire dans le détail, vous avez eu l'essentiel, mais sachez que vous aurez ces informations disponibles chez vous par après. Avant de passer à la suite du programme, j'ai encore un film à vous passer. Vous aurez vu avec le ferroviaire, on a des images assez spectaculaires cette année et on avait envie de les partager avec vous. Et pour reprendre un certain nombre des éléments de l'intervention de Paul Flamand, on va également vous présenter des images, notamment des chantiers du fluvial en Wallonie. Donc si on peut passer le film, s'il vous plaît.